La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. L'ancien président français Jacques Chirac est décédé ce jeudi à l'âge de 86 ans. Dans un tweet, le chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe a salué la mémoire de cet humaniste, fidèle ami du Togo et de son peuple. Les journalistes togolais sont officiellement des partenaires agricoles. Un accord vient d'être signé ce jour avec le ministère en charge de l'agriculture, permettant ainsi aux journalistes d'être les relais des activités de ce secteur. Et puis le tourisme est un secteur pourvoyeur d'emplois. Et c'est ce message qui sera véhiculé demain 27 septembre, journée mondiale du tourisme. Comment se porte d'ailleurs le tourisme togolais? Vous écouterez le ministre Kosivi Egbetonyo dans cette édition. Voilà donc pour les titres. Sachez que le chef de l'État fort Essozimna Nyazingbe séjourne toujours à New York où il prend part à la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce jeudi, le président de la République a participé à une réunion de haut niveau consacrée aux défis et menaces à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Joseph Amégan pour des précisions. Le Burkina Faso fait face à des défis sécuritaires et les dirigeants des pays de la sous-région ouest-africaine appellent à des actions concertées pour mener une lutte efficace contre le terrorisme. À New York, une réunion de haut niveau sur les défis sécuritaires et menaces à la consolidation de la paix au Burkina Faso a été l'occasion pour les dirigeants africains, dont le chef de l'État togolais Faure Essozimna Nyazingbe, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le président de la Commission des Nations Unies pour la consolidation de la paix, Antonio Aguiar Patriota, de faire le point des efforts qui ont été faits afin de faire face aux menaces terroristes dans la sous-région ouest-africaine, le Sahel et plus particulièrement au Burkina Faso. Tous les intervenants ont été unanimes pour la mobilisation des moyens en vue de combattre efficacement ce fléau qui déstabilise les économies aux conséquences humanitaires désastreuses. Et puis le président de la République Faure Essozimna Nyazingbe a assisté hier, toujours à New York, au cocktail des donateurs de l'organisation humanitaire Mercy Ships. Il s'agit de saluer l'engagement de tous les partenaires dont la mission consiste à améliorer l'accès aux soins de santé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'éducation de qualité pour tous était au centre des discussions entre le chef du gouvernement, Commissaire Classou, et une délégation du système des Nations Unies ont reçu en audience cette matinée à la primature. Les échanges ont porté entre autres sur la finalisation du plan sectoriel de l'éducation PSE conformément aux objectifs du plan national de développement PND. Nous écoutons le représentant résident de l'UNICEF, Dr Boukari Isselmou, au micro de Dodo Ouari. C'était une opportunité pour évoquer avec le Premier ministre des questions de collaboration et de coopération avec les partenaires techniques et financiers, en particulier dans le domaine de l'éducation. Le Togo a bénéficié d'un plan de sectoriel d'éducation qui est en train d'être révisé et donc qui doit permettre d'avoir la vision du gouvernement et des partenaires à l'horizon 2030. Il faut dire que ça a été une occasion pour rappeler que le Togo a accompli des progrès extrêmement importants dans le domaine de l'éducation, en particulier le taux de scolarisation au niveau du primaire, la parité entre garçons et filles qui a été atteinte. Il y a eu donc des améliorations extrêmement importantes, mais il reste aussi des défis. Et c'est ensemble avec le gouvernement que tous les partenaires techniques et financiers voudraient discuter pour comment relever les défis et comment atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030
dans le cadre justement du plan national de développement, le PND. L'objectif, c'est d'atteindre l'éducation pour tous les enfants du Togo, d'assurer une éducation de qualité, d'assurer une parité entre garçons et filles, d'assurer une éducation qui soit adéquate et conforme aux besoins de l'emploi pour que les jeunes de demain ne soient pas seulement des diplômés, mais qu'ils soient des diplômés qui puissent répondre aux besoins du marché. Et nous avons senti une vraie disponibilité du gouvernement et un engagement sans faille pour l'éducation et pour améliorer la situation de l'éducation dans son ensemble, du niveau préscolaire jusqu'au niveau supérieur, y compris le niveau enseignement professionnel. Donc il y a une véritable volonté politique pour améliorer les choses et pour que le Togo de demain soit à la hauteur des attentes des populations. Et de son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibouari Tchegan, a reçu ce jour en audience une délégation du réseau africain des personnels des parlements, en abrégé RAP, une organisation non gouvernementale qui renforce les capacités opérationnelles des parlements africains. Nous écoutons le président du RAP au micro de Yasmine Kodia. Nous y sommes allés pour remercier et rendre hommage à Madame le Président. Naturellement, lui réitérer nos félicitations pour sa brillante élection à la tête de l'Assemblée nationale togolaise. Et dire merci. Merci à Madame le Président pour toutes les facilités qu'elle a fait prendre afin de rendre notre séjour des plus agréables. Nous sommes à Lomé depuis bientôt une semaine et nous ne manquons de rien, sincèrement. Jules disait que je suis gabonais, je reviens du Gabon. Je pensais que le Gabon avait la palme d'or de l'hospitalité, mais je me rends compte qu'il a un concurrent sérieux à travers le Togo. Nous avons donc dit merci à Madame le Président, mais nous sommes également allés présenter le réseau africain des personnels des parlements à Madame le Président de l'Assemblée nationale. Un réseau qui est une organisation non gouvernementale, bien entendu apolitique et professionnelle, qui est né de l'idée qu'il fallait que les parlements africains renforcent leurs capacités opérationnelles. Et comme les fonctionnaires parlementaires travaillent aux côtés des parlementaires, les assistent quotidiennement, nous pensions que nous avions un rôle à jouer dans une meilleure visibilité de nos parlements. Mais pour que cet objectif que nous pensons noble ne devienne pas une incantation, nous avons besoin du soutien des autorités parlementaires. Bien entendu, Madame le Président, en plus de nous avoir assuré du soutien du Togo, nous a prodigué de précieux conseils pour nous permettre d'être des administrations plus performantes, plus visibles et qui n'envient pas les administrations occidentales parlementaires. Et les parlementaires et experts des 4 pays bénéficiaires du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest sont à Lomé depuis ce matin. Ils veulent harmoniser les textes régissant ce secteur. Les détails avec Luc Assis. Le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, GAO, joue un rôle important dans la production de l'énergie électrique dans les pays de l'espace CEDEAO. Depuis 2011, la structure dessert le Ghana, le Bénin, le Nigeria et le Togo en gaz. Les allègements fiscaux accordés à cette société lors du lancement de ce projet en 2004 ont expiré. Les parlementaires et représentants des 4 pays bénéficiaires du GAO sont à Lomé pour échanger sur les amendements de loi et règlements de la société avec les institutions concernées. Finalité, créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement du GAO. L'atelier va regarder les propositions d'amendements qui sont possibles de faire en vue maintenant de leur finalisation et avant de les transmettre dans les pays. Nous voulons qu'au niveau des États, qu'il y ait une sorte de considération qui permette d'établir un équilibre entre les efforts que la société a entrepris et les difficultés financières qu'elle rencontre. Substantiellement, c'est pour donner en quelque sorte tous les moyens nécessaires à la société et au projet dans son ensemble pour son évolution. Les propositions qui vont découler de cette rencontre seront harmonisées pour amendement et adoption par les parlementaires respectifs des 4 pays. C'est le dispositif du GAO qui sera donc renforcé, ce pour un suivi et contrôle efficace de ces actions.
L'accroissement significatif des volumes de gaz livrés dans le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest a permis notamment, en ce qui concerne notre pays, le Togo, de faire tourner sa principale centrale thermique de 100 MW en pleine capacité au gaz naturel. Cette situation nous autorise à envisager l'avenir du développement du secteur de l'énergie de notre pays avec beaucoup d'optimisme. Cet atelier vise d'abord à vous imprégner des réalités du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest après 8 ans d'exploitation. Il vise ensuite à harmoniser les points de vue des experts que vous êtes sur des amendements que l'épreuve du temps ou l'expérience de l'exploitation ont rendu nécessaires. Les tests qui sont soumis à votre étude dans le cadre de cet atelier constitueront les socles du développement futur du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest une fois adoptés par les parlements respectifs. Une fois adoptés, ces amendements permettront d'adapter les tests du GAO à l'évolution du secteur, ce qui va contribuer à réduire sensiblement le coût du gaz. Double activité cet après-midi à la maison des jeunes d'Amadaoumé. La ministre en charge de la jeunesse a d'abord remis des chèques à plusieurs associations de jeunes pour leur permettre de réaliser des projets communautaires sur toute l'étendue du territoire national, puis des kits d'outillage à des jeunes en fin de formation pour leur permettre de s'installer à leur propre compte. Voyons tout cela avec Aimé Alpha et Edem Sousouko. C'est la jeunesse et son plein épanouissement qui sont ici célébrés à la Maison des Jeunes à Lomé. 12 associations de jeunes sur toute l'étendue du territoire ayant présenté les meilleurs projets à l'issue d'un concours à projets ont reçu leur chèque pour un montant total de 6 millions de francs CFA. Elles vont sur le terrain réaliser des activités d'utilité publique et communautaire. Également, 40 filles et garçons nantis d'un diplôme de fin d'apprentissage issus de 7 centres de formation ont reçu des kits d'outillage pour 7 millions de francs CFA. De quoi ouvrir leurs propres ateliers et ne plus être à la merci de la précarité. Le projet sera réalisé à Sokodé, dans la préfecture de Tchaoudjo. Et il a pour but d'intégrer les jeunes filles à la démocratie locale et à la participation de la gestion communicative. Nous avons prévu former les filles leaders, donc nous avons les filles responsables des associations et de groupements de femmes. Ce qui nous a motivés, c'est qu'aujourd'hui, le problème est là, le constat est là. Les femmes, bon nombre de femmes n'arrivent pas à prendre des décisions, c'est les hommes seulement. Et que quand vous vous demandez pourquoi les femmes ne sont pas associées, le plus souvent on vous dit que c'est parce qu'elles ne veulent pas. Donc aujourd'hui, nous disons qu'il y a des femmes et des jeunes filles et leaders à qui on doit renforcer. Il suffit de leur donner la formation pour qu'elles comprennent que les décisions doivent provenir d'elles-mêmes. Moi, je suis mécanicienne, 4 roues. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il y a d'autres, si on te trouve comme ça, tu es sale, on dit que pourquoi tu as choisi ce travail. Donc, à mon écart, c'est ça que je peux faire. C'est pourquoi j'ai choisi ça. J'ai fait ma formation, 5 de formation professionnelle. Donc, aujourd'hui, on nous a appelés de venir prendre notre kit. Donc, c'est bon. Grâce à ça, je peux faire mon travail. Ou bien, grâce à ça, je peux devenir quelque chose. Cette action met fin à la série d'activités inscrites dans l'agenda de célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Le Fonds des Nations Unies pour la population soutient ces initiatives de promotion de vie associative et d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous trouvons que c'est une initiative vraiment importante pour autonomiser et encourager la jeunesse. Il y avait des kits pour la couture, des kits pour la maçonnerie. Je pense que ce sont des kits qui touchent à différents secteurs et qui permettent également à la jeunesse d'avoir des débouchés et des perspectives pour se prendre en charge. Et nous, en tant que UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, plaçons les questions de la jeunesse au centre de notre mandat. Donc nous allons continuer à soutenir cette initiative et vraiment faire en sorte que beaucoup plus de jeunes puissent trouver satisfaction et s'autonomiser à travers cette initiative. C'est depuis 2014 que le gouvernement togolais a entrepris cette
action qui a permis de former et d'outiller 173 apprentis. Il reconnaît aussi le rôle capital que jouent les associations de jeunes dans le développement social, la promotion de la citoyenneté et la culture de la paix. Les jeunes sont souvent organisés en association et ils œuvrent pour le bien-être de la communauté, aussi bien à Lomé que dans tous les coins de notre pays. Et il nous revient de reconnaître l'action qui est menée par ces associations, renforcer leur capacité organisationnelle, mais surtout faire en sorte que les projets que ces associations portent puissent être menés à bonne fin. Alors, nous avons lancé cette initiative de reconnaissance d'associations, de primer les associations depuis quelques années déjà, avec le soutien de UNFPA. Et il s'agit de lancer un appel à candidature et les associations qui veulent participer à cette initiative s'annoncent et présentent leur projet. Il y a un comité de pilotage qui se réunit et qui sélectionne les meilleures associations. Donc, chaque année, c'est 12 associations qui sont choisies, sélectionnées et qui reçoivent un chèque, ce qui varie de 400 à 600 000 francs. C'est des projets qui doivent être réalisés et les associations doivent rendre compte à un moment donné à notre ministère. Nous allons poursuivre l'action et ça s'inscrit très bien dans le PND de notre pays, dans son axe 3 qui veut consolider le socle social de notre pays. Et pour consolider le socle social, il faut le faire avec les associations organisées dont les capacités sont renforcées. La deuxième activité, c'est donner des kits d'outils à des jeunes apprentis qui ont fini leur cursus et qui n'ont pas les moyens d'ouvrir un atelier, de s'exercer. Il y a un suivi qui est fait. Nous nous sommes rendus compte avec beaucoup de bonheur que la plupart des jeunes qui reçoivent les kits s'installent. Ils ouvrent un atelier ou alors ils exercent à partir de leur domicile, ce qui est une bonne chose. L'essentiel, c'est d'utiliser le kit et que ce kit vous apporte le revenu dont vous avez besoin pour subvenir à vos besoins. La remise des kits est une récompense de l'abnégation des jeunes qui ont choisi l'apprentissage de métiers pour leur éviter la rupture après la formation liée au manque de matériel et les risques encourus. Ces jeunes ont également suivi ici à Amadaromé une causerie débat sur la paix et la sécurité des jeunes. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année aura lieu le mardi 1er octobre 2019 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Le ministère de l'Agriculture et de la Production animale vient de signer un contrat de partenariat d'une durée de 10 mois avec les médias publics et privés togolais. À travers ce partenariat, le ministère entend ainsi engager davantage les journalistes à rendre visibles les activités de ce secteur via leur production, articles et parutions. Sonia Amenipo pour les détails. Avec votre permission, nous allons... Le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique mobilise les hommes de médias pour une meilleure visibilité des projets et programmes exécutés dans le secteur agricole. La signature de ce contrat de partenariat entre le dit ministère et les organes de presse publics et privés l'illustre si bien. Les deux parties s'engagent ainsi à mutualiser leurs efforts en vue de promouvoir les actions et activités aussi bien du ministère que des producteurs et transformateurs. Le gouvernement fait pas mal de choses. Grâce à ce partenariat-là, nous allons relayer tout ce qui est fait. Et là où ça ne va pas, nous allons essayer également de mettre l'accent là-dessus pour attirer l'attention de l'autorité afin de corriger le tir pour le bonheur du monde agricole togolais, de même que pour nous, les consommateurs. Nous saluons cette initiative. La presse privée est dans une espèce de mission d'ordre public, dans la mesure où la presse d'État seule ne peut pas couvrir tous les besoins d'information, tous les besoins de sensibilisation que l'État a besoin de faire.
d'où la presse privée vraiment travaille pour relayer. Nous sommes heureux de parvenir à la conclusion d'un certain nombre d'accords avec certains d'entre vous. Nous voulions vous convier à une coproduction dans un cheminement collectif. Donc c'est dans cette dynamique que un certain nombre d'entre vous, par des mécanismes d'analyse de vos parutions, de vos productions, de vos contributions à l'information de nos concitoyens et du reste du monde, ont été retenus. Nous souhaitons que vous saisissiez l'opportunité de ce partenariat pour vous approcher des services techniques, pour davantage comprendre ce qui se fait en termes de recherche, innovation. Nous aimerions que vous vous approchiez des jeunes entrepreneurs, femmes dynamiques qui essayent d'innover en développant de la production, en transformant nos produits agricoles. Cette rencontre avec les journalistes a été également marquée par le lancement officiel du projet Téléfoot 2019 dans le contexte de la 23e édition de la Journée mondiale de l'alimentation que le Togo s'apprête à célébrer le 16 octobre prochain. Nous avons fait le pari d'être ambitieux cette année. Généralement, le Togo reçoit une modeste contribution de la FAO. Une caravane s'organise, quelques sociétés de la place contribuent et on achète quelques équipements pour quelques groupements et on célèbre ainsi la lutte contre la faim. Nous estimons qu'on peut faire mieux si nous prenons conscience qu'il est temps d'agir. Et c'est pour ça que nous avions voulu lancer cette campagne sous le leadership du chef de l'État. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, entend ainsi mobiliser des ressources pour accompagner un millier d'acteurs identifiés dans les communautés vulnérables dans la transformation des produits locaux. D'où l'importance accordée à l'édition 2019 de Téléfood. Et parlons toujours agriculture, la coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles, CETOP, est en assemblée générale à Lomé. Une réunion qui permet aux membres de la CETOP de dresser le bilan des activités de l'année écoulée. Delphine Pignandi, Abidé, Yazimbe. Quelle opportunité et défi pour les agriculteurs togolais dans la mise en œuvre du Plan national de développement 2018-2022. La CETOF affûte ses armes dans le contexte de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Elle veut bien jouer son rôle et à cette Assemblée générale, le renouvellement des organes dirigeants devrait dynamiser la coordination. Ici, les différentes structures affiliées à cette organisation feront le point des avancées réalisées, des difficultés rencontrées au cours de l'année écoulée, ainsi que les défis à relever pour le bien-être des paysans et paysannes. Nous avons au sein de la CETOP 17 fertières. Quand nous parlons des fertières d'envergure nationale, nous sommes dans un moment très précis. Aujourd'hui, nous avons le PND qui est là. Il faudrait que nous organisions des ateliers pour expliquer aux uns aux autres le contexte dans lequel on se retrouve, quelle est la part du producteur, quelle est notre part pour qu'on puisse tirer le maximum de profit. Non seulement nous contribuons, quand nous contribuons, c'est que nous devons tirer de profit. Au cours de nos assises aussi, nous aurons à renouveler nos organes. Ça fait partie de la bonne gouvernance. Le gouvernement, à travers plusieurs mécanismes, notamment le MIFA, s'engage à accompagner ces agriculteurs. Des mesures pour rendre plus dynamique le secteur en rapport avec le programme quinquennal du président de la République. Le gouvernement, à travers le PND, en consacrant l'axe 2 à la transformation de l'agriculture, consacre sa détermination à faire de nos agriculteurs des entrepreneurs, à faire de nos exploitations familiales des vrais partenaires de transformation de notre économie. Nous avions commencé la phase pilote du MIFA. Nous avons voulu le généraliser, mais les sacrifices sont énormes.
c'est normal. Nous apprenons tous ensemble, mais nous restons persuadés que c'est la voie. La coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles, CETOP, a été créée le 10 juin 2001. Elle a pour but de promouvoir et de défendre en permanence la valeur d'une agriculture professionnelle, compétitive, dynamique et durable. Elle rassemble aujourd'hui plus de 500 000 producteurs à travers le territoire national. Le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD a entamé ce jour une tournée de supervision des projets de recyclage des déchets financés par son institution. Et le périple a démarré par Avenou dans une unité de collecte, de tri et de recyclage de déchets plastiques. Voyons cela avec Arnaud Kili. Pour sa première sortie de terrain, le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Aliou Dia, s'est rendu à l'ONG Stade à Avenou, spécialisée dans le tri et le recyclage des déchets plastiques. De 300 tonnes, elle passe à 600 tonnes de déchets traités par an. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que les unités de collecte de récupération sont opérationnelles sur les sites. On a 5 unités de récupération au sein de la ville de Lomé qui essayent de collecter les déchets. Ce que nous pouvons solliciter aux représentants du PNUD aujourd'hui sur ce site-là, c'est de permettre d'aider à l'améliorer, à consolider l'unité de recyclage que nous avons aujourd'hui et mettre à échelle les activités de collecte et de récupération des déchets dans toutes les communes du Togo. Cette ONG a à son actif 24 emplois directs et œuvre pour la protection de l'environnement. Mon travail, c'est de voir tout ce qui entre comme matière ici, de voir comment les matières arrivent, de les enregistrer, de donner des instructions à ce que ces matières soient scindées et comment procéder au tri. On fait le tri par couleur ici. Après le tri, on procède au broyage. Donc on broie ces matières, on les sèche, on a des bâches sur lesquelles on les sèche. Après le séchage, on les empile dans les sacs cousus, stockés et on envoie ça dans les unités de recyclage. Dans ce quartier d'Avenou, une plateforme s'occupe également des activités de compostage des déchets ménagers. Avec des techniques adaptées et moins polluantes, elle produit du compost très prisé sur le marché pour son caractère bio. Il y a plusieurs méthodes de production du compost. Il y a les méthodes accélérées et les méthodes normales. Donc, dans la méthode normale que nous produisons ici, nous avons un avantage. L'avantage, c'est de montrer que le procédé nous permet d'éviter le méthane et l'oxyde d'azote, qui nous permet de le convertir en CO2 évité. Et donc, la plateforme-là a cet avantage-là de produire du compost en même temps en évitant le CO2 dans l'atmosphère. Et cela nous permet donc de produire du compost pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs, pour les permettre d'utiliser moins l'engrais chimique. Nous traitons à peu près entre 30 et 40 tonnes de déchets par jour. Et nos débouchés principalement, c'est les maraîchers et les agriculteurs de la région maritime. Notre système de compostage permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, ce qui nous donne environ 5000 tonnes de CO2 évité équivalent depuis 2012, ce qui n'est pas négligeable. Sur le plan emploi, nous employons environ 40 personnes. Et parmi ces 40 personnes, 80% sont ceux qui ne sont pas allés à l'école. Le compostage permet de détourner certaines quantités de déchets qui devraient aller sur la décharge finale. Si la mairie devait payer le transport et l'entretien de ce compostage, depuis 2012, je parle des déchets, depuis 2012, la mairie aurait payé environ 110 millions, ce qui économiquement n'est pas négligeable. Donc nous voulons, notre objectif c'est d'avoir ces initiatives dans chaque région de ce pays, afin d'absorber, parce que la politique de l'État maintenant c'est la création de l'emploi, afin d'absorber cette jeunesse qui ont envie de l'emploi et surtout ceux qui ne travaillent, ceux qui ne sont pas allés à l'école. Africa Global Recycling est une usine de gestion des déchets de toutes sortes. La société développe plusieurs programmes de tri à l'école et dans les grandes sociétés pour une gestion rationnelle des déchets. Aliou Dia est allé en prospection.
L'institution qu'il incarne pourra accompagner les petites entreprises à accroître leurs prestations. C'est un projet qui est appuyé par le PNUD à travers le FEM et ils font un travail énorme. Ils font vraiment un travail énorme sur le recyclage. Ils arrivent un peu à recycler un certain nombre de produits, notamment le plastique. Ils ont envie de faire des choses beaucoup plus importantes. Mais pour le moment, ils ont des moyens limités. Et comme le FEM appuie ce programme-là, j'ai décidé de venir un peu regarder, rencontrer les partenaires, rencontrer les gens qui travaillent sur ce site de recyclage pour voir comment le PNUD peut continuer à accompagner cette action. Pour moi, qui est une action majeure, une action importante sur la préservation de notre environnement, sur le recyclage des déchets. Et le PNUD, comme vous le savez, travaille sur la problématique de l'environnement de manière générale. Et donc, qui dit environnement parle de la gestion des déchets. C'est quelque chose de très important. Donc ici, ils font un travail énorme et ce qui me réjouit le plus, c'est le fait qu'il y a des jeunes femmes, des jeunes garçons qui travaillent ici. Donc ils m'ont dit qu'ils créent des emplois. Ils ont 30 emplois directs et indirectement, il y a 3000 personnes qui contribuent à l'ensemble du processus. Donc du coup, nous, notre rôle, c'est de voir comment on va les accompagner, comment on va réfléchir ensemble avec la partie nationale, notamment le ministère de l'Environnement, pour voir comment ces centres-là, notamment dans le cadre de la décentralisation avec les communes qui se mettent en place, comment on peut les démultiplier un peu à l'intérieur du pays. La gestion des déchets reste un défi majeur à relever pour protéger l'environnement et garantir un avenir propre. C'est l'idéal recherché par les accompagnements du PNUD à toutes les initiatives de gestion et de valorisation des déchets. L'actualité de ce jeudi est également marquée par le décès de l'ancien président français Jacques Chirac. Il est décédé ce jeudi à l'âge de 86 ans. Et le président de la République, dans un tweet, a présenté ses condoléances et celles du peuple togolais à la famille éplorée et à toute la nation française. Pour le président de la République, je cite, Jacques Chirac était un humaniste, fidèle ami du Togo et de son peuple, homme de conviction et de vision, il a toujours assumé son ouverture. Qui était donc Jacques Chirac? Antoinette Romain-Overver nous présente son portrait. Il s'en est allé. L'ancien président de la République française, Jacques Chirac, a quitté le monde des vivants ce jeudi 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. Victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005 et très affaibli, l'ex-chef de l'État français apparaissait de plus en plus rarement en public ces dernières années. Sa dernière apparition remonte à novembre 2014. Jacques Chirac avait accédé à la présidence en 1995. Bien avant son accession à la magistrature suprême, il fut Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing entre 1974 et 1976, puis de François Mitterrand entre 1986 et 1988. Il avait quitté le pouvoir en 2007 après 12 années passées à l'Élysée, tout en précisant que son second mandat fut écourté suite à un arrêt cardiovasculaire. Son premier mandat de 7 ans restera marqué par la dissolution ratée de 1997 à l'Assemblée nationale et par la troisième cohabitation française avec le Premier ministre Lionel Jospin. Jacques Chirac avait été réélu en 2002 par 82,21% des suffrages exprimés au deuxième tour face au chef du Front National, Jean-Marie Le Pen. L'événement le plus marquant de son second mandat restera son opposition à l'invasion américaine en Irak en 2003 à l'ONU. Conseiller municipal, maire, député, ministre, chef du gouvernement et enfin président de la République, il est l'un de ceux qui ont le plus marqué la 5e République française. Jacques Chirac devient la personnalité politique préférée des Français. Ses erreurs passées paraissent loin et la nostalgie bat son plein. Pantalon jusqu'au torse et sourire engageant, il aime plus que tout aller au contact de la population, plongeant dans les bains de foule et multipliant les poignées de main et les embrassades avec un plaisir évident.
Derrière ce personnage, on découvre aussi un homme cultivé, passionné des arts premiers et des peuples oubliés. Une passion concrétisée par la création du musée du Quai Branly, rebaptisé depuis Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Demain, 27 septembre, sera célébrée la journée mondiale du tourisme. Et pour cette 40e édition, il est question une fois encore de relever la contribution du secteur dans le développement durable de notre pays. Et c'est ce que précise justement le ministre en charge du tourisme, Kosivi Egbetonyon, dans son message décryptage avec Gisèle Kozona et Yasmine Kodia. Avec des sites chargés d'histoire les uns que les autres, du nord au sud, le Togo présente des atouts touristiques variés qui séduisent plus d'un. Ceux-ci attirent chaque année des visiteurs des 4 coins du monde à la découverte du Togo profond et tout ce qui fait son attraction. À l'occasion du 40e anniversaire de la Journée mondiale du tourisme, le ministre en charge du 10 secteur fait le point des actions menées pour valoriser le patrimoine touristique togolais. Le Togo a enregistré 712 000 touristes en 2018 et se positionne en Afrique de l'Ouest comme une destination touristique en pleine renaissance. Les recettes hôtelières ont été de 48 milliards de francs CFA et le nombre d'emplois directs de 8 000 dans le sous-secteur hôtelier. Cette belle performance est le résultat des efforts que le gouvernement consent pour créer un cadre propice au développement des activités économiques, le secteur du tourisme y compris. Pour promouvoir des richesses touristiques au Togo et avoir un tourisme responsable, le gouvernement, dans sa vision du plan national de développement, veut faire de ce secteur un moyen de lutte efficace contre la pauvreté. Le PND vise à terme un taux de croissance de l'économie nationale de 7%. L'un des défis majeurs à relever aujourd'hui est la qualité de l'emploi dans les entreprises publiques comme privées opérant dans le secteur, à savoir les hôtels, les restaurants, les agences de voyage et de tourisme et les centres de loisirs. Je salue tout particulièrement l'engagement des opérateurs privés dans la création et l'exploitation de ces entreprises. Par ailleurs, l'amélioration de la qualité des services prestés reste au cœur de nos préoccupations. Il est à espérer que la mise au profit des immenses opportunités d'affaires qu'offre le secteur du tourisme concourt à la création d'emplois décents dans notre pays. La 40e édition de la Journée mondiale du tourisme est une occasion pour tous pour mettre en œuvre des actions concrètes pour des résultats plus efficaces dans la promotion d'une véritable industrie de tourisme au Togo. Le 1er octobre prochain sera célébré le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et l'association Chine-Togo dévoile le programme élaboré à cet effet. Et c'était à travers un point de presse. Le compte rendu avec Delphine Pignandi, Isaka Aruna et Yata Aratem. Vous voyez, chers amis, un bouquet de fleurs à l'ambassadeur de Chine au Togo, c'est un cadeau de l'association Amitié Chine-Togo pour exprimer l'excellence des relations de coopération entre le Togo et la Chine. À la veille de la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le 1er octobre prochain, cette association a voulu rappeler le rapprochement entre ces deux pays qui partagent un destin commun quant à leur histoire. Nous sommes vraiment très fiers de ce peuple, avec l'expérience que la Chine a. Et surtout au moment où son président Xi Jinping est en train de lancer une nouvelle politique qu'on appelle une ceinture, une route, pour faire une connexion avec tout le peuple du monde, pour vivre en paix. Et également aussi au moment où son excellence, le président Faure Zinam Yasingbe, est en train justement de faire marcher notre plan national de développement PND, nous devons collaborer ensemble. Également aussi les inviter à venir investir dans notre pays dans le cadre justement du PND. Et nous avons l'espoir
que d'ici peu, des Chinois viendront encore davantage dans l'intérêt des deux peuples, également sur le principe du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, les deux pays se réjouissent des relations séculaires construites par leurs dirigeants et sauvegardées au jour le jour. Cette coopération concerne essentiellement les domaines politiques, économiques, agricoles, éducatifs, culturels notamment. Pour l'ambassadeur de Chine au Togo, il n'est pas question d'abandonner le Togo dans son nouvel élan de développement avec le Plan national de développement PND. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, nous avons maintenu un bon développement des relations bilatérales. Cette relation bilatérale est marquée par une confiance mutuelle et par une coopération fructueuse. Pour la coopération Chine-Afrique lancée lors du sommet de Phocac avec le BND du Togo qui a été lancé en mars dernier. Nous avons beaucoup d'opportunités pour intensifier la coopération dans ce domaine-là. Maintenant, beaucoup de sociétés chinoises qui sont venues ici. L'association Amitié Chine-Togo est créée le 25 mai 1975. Elle œuvre pour les relations d'amitié et de fraternité entre les peuples togolais et chinois. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducation et renforcement institutionnel phase 2 PERI 2, le ministère des enseignements primaires et secondaires informe l'ensemble des acteurs et partenaires impliqués que conformément à la lettre de Madame la secrétaire générale signée en date du 19 septembre 2019 envoyée aux directeurs régionaux de l'éducation, la distribution des manuels kits de jeu du préscolaire, des manuels du cours préparatoire première année et du cours élémentaire se fera dans les conditions à découvrir dans le quotidien Togo Presse, et tout ceci afin d'éviter les retards préjudiciables au processus. Et nous sommes jeudi, nous ouvrons à présent la page des sports de ce soir avec Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, les éperviers locaux prennent part à la deuxième édition du tournoi de l'UFOA Zone B. Tout à fait Anita. Après le Ghana en 2017, c'est au tour du Sénégal d'accueillir le tournoi de l'Union des fédérations ouest africaines de football Zone B. La compétition démarre ce samedi 28 septembre et prend fin le 13 octobre prochain. Les éperviers locaux auront à passer le cap des Super Eagles locaux du Nigeria ce dimanche pour entrer en poule. Avec Sergine Raimondo, constatons l'état d'esprit des Togolais avant le départ pour le Sénégal. Éperviers locaux Super Eagles du Nigeria. Les adversaires du second tour des éliminatoires du CHAN 2020, de nouveau sur la pelouse et cette fois-ci pour un tout autre enjeu. Le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA B. Après leur victoire écrasante sur les Super Eagles dimanche dernier, l'équipe locale togolaise veut confirmer sa mainmise sur la sélection nigériane. Rien n'est encore joué pour les Togolais qui vont disputer une seule rencontre avant l'entrée en poule. Le premier tour du tournoi de l'UFOA se joue à élimination directe. Les équipes participantes devront miser gros pour mériter le trophée. Vous savez, c'est un match, c'est un seul match avant de rentrer en poule. C'est vrai que c'est pas évident. Mais comme je le dis, on a un groupe qui est en pleine confiance. Mais il ne faut pas non plus être en excès de confiance. J'essaie de les rappeler. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Je pense que si mentalement on est fort, on viendra à bout de cette équipe. On sait que les Nigériens ne vont pas nous faciliter la tâche. Ça c'est sûr parce que vu la défaite à Lomé, je crois qu'ils ont une revanche à prendre. Mais à nous maintenant de confirmer ce qu'on a fait. La deuxième édition du tournoi de l'UFOA B se disputera du 28 septembre au 13 octobre prochain à Dakar au Sénégal. En attendant le duel éperviers locaux Super Eagles ce dimanche, l'équipe locale a quitté Lomé ce jeudi matin. Bonne chance aux éperviers. Et puis Jean, à partir du mois de décembre prochain, il va se disputer un tournoi de football à l'intention des structures agricoles du Togo. Effectivement, Anissa, la compétition va se dérouler dans 8 localités du territoire national. Dénommé AgroFoot and Subsistence Agriculture Award, ce tournoi vise à promouvoir le secteur agricole dans notre pays. Initié par l'organisation
entreprise bio-agricole. Il est placé sous le parrainage de l'ancien gardien de but des éperviers, Dodo Kodjovi Obilale. Le lancement officiel du tournoi a eu lieu hier mercredi à Lomé. Reportage à Flynn Johnson. Quand football et agriculture se rencontrent, les deux secteurs ne forment plus qu'un seul corps et cette union donne naissance au tournoi AgroFoot and Sustainable Agriculture Awards. Le football au service d'une agriculture durable, une initiative de l'organisation Entreprise Bio-Agricole. La première édition de cette compétition démarre en décembre prochain. Elle concerne des structures agricoles de 8 localités, à savoir Daparon, Kara, Tchamba, Sokodé, Atakwame, Balimé, Nochin et Chevier. Les deux activités se pratiquent sur le sol ou bien sur le terrain. Et donc c'est déjà le lien fort. Le lien aussi qui est fait, c'est parce qu'aujourd'hui les deux activités ont les mêmes mobiles, ont les mêmes fondements et ont les mêmes rigueurs. Et des fois même ils conduisent au même résultat. C'est pour dire qu'aujourd'hui en agriculture comme en football, on peut avoir une bonne ou une mauvaise saison. Si les deux entités sont ainsi associées, c'est aussi parce que le secteur agricole représente une opportunité de reconversion et d'investissement rentable que pourront exploiter nombre d'acteurs, notamment ceux du football. L'ex-gardien de but des éperviers, Kodjovi Obilale, qui se consacre à la terre depuis peu, en est une illustration, d'où son choix comme parrain de l'événement. J'ai commencé depuis 2015. J'ai eu beaucoup d'aide du gouvernement aussi, notamment du chef de l'État, par rapport à ce projet, parce que c'est aujourd'hui le projet agricole, c'est ça qui est le débat du cœur du gouvernement. Techniquement, moi, je vais donner des conseils pour l'organisation du tournoi. Outre le jeu proprement dit, le concept AgroFoot and Sustainable Agriculture Awards constitue une vitrine pour la visibilité des produits agricoles d'origine togolaise. Une nuit de récompense de tous les acteurs concernés est d'ailleurs prévue au sortir de ce tournoi. Oui, Jean. Oui, Anita, j'allais te dire que voilà, c'est ce qui me fait la dernière page des sports de ce mois de septembre. Merci beaucoup, Jean. Et l'autre rendez-vous, c'est samedi. Bien sûr, à 13h45 dans Sport et Détente. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour d'autres actualités sportives. Dieu le voudra très bien. Merci beaucoup. Et voilà, chers téléspectateurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci surtout à ceux qui nous ont suivis du côté de Womé et de Tové-Djibé dans le Cloto. Bonsoir. Sous le haut patronage de son